Alors, on va donc reprendre ce cours. Et bien entendu, là maintenant, déjà, on va reclarifier peut-être des choses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces deux fonctions qui donc vont nous permettre de construire l'interpolation polynomiale à partir des polynômes de Lagrange? Ok. Alors, ce que je vous conseille de faire, parce que c'est comme ça que vous pouvez bien assimiler l'analyse numérique, c'est de votre côté reprendre ces deux fonctions, les implémenter, donc les saisir dans MATLAB. Donc, comment vous allez faire? Ben, ce n'est pas compliqué. Vous allez tout simplement éditer un premier fichier dans lequel vous allez saisir la fonction Lagrange, exactement comme celle que vous avez devant les yeux. J'attends juste que ça se remette. Voilà. Donc Lagrange, ici, cette fonction-là. Alors, on va peut-être zoomer un petit peu dessus. Voilà. Tac. Donc, cette fonction-ci, vous allez éditer un fichier. Ce fichier, vous allez écrire cette fonction et vous allez bien sûr sauvegarder le fichier en lui donnant comme nom Lagrange.m. Vous allez par la suite éditer un deuxième fichier que vous appelez Interpol Lagrange. Et c'est ce fichier-là qui va représenter en fin de compte la fonction principale à laquelle vous communiquez les points d'abscisse sur lesquels vous allez calculer la valeur du polynôme. De quel polynôme? Ben, du polynôme qui passe par les points dont les abscisses et les ordonnées sont spécifiées dans le vecteur x et le vecteur y. Alors après, comment je vais utiliser cette fonction-là, interpol Lagrange? Ben, exactement comme dans l'exemple que je vous ai donné. Et on pourrait à la limite en refaire un autre petit ici. Voilà. Alors imaginons que par exemple je veux construire le polynôme qui passe par des points. Alors je vais prendre par exemple comme vecteur d'abscisse les points 0, pi sur 4, pi sur 2, 3 pi sur 4, 3 fois pi sur 4, voilà, et pi. Et le y, je vais dire qu'au fait, c'est égal tout simplement au sinus de ces points d'abscisse. Sinus de grand X. Voilà. Donc, je vais avoir combien d'ordonnées? Ben, je vais avoir autant que j'en ai d'abscisses. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y égale à sinus X. Ben, je vais avoir le sinus de 0, le sinus de pi sur 4, le sinus de pi sur 2, le sinus de 3 pi sur 4 et le sinus de pi. Donc, voilà mes 5 points. Et je vais donc construire ce polynôme, je vais le visualiser sur un ensemble de points allant de 0 par pas de pi sur, pour que ce soit quelque chose d'assez fin,
part pas de pi sur 10. Voilà, jusqu'à pi. Tac. Voilà, je vais faire quoi après? Je vais faire tout simplement un plot. Plot. Alors, je vais tout afficher d'un coup. Je vais faire un plot de grand X, virgule, grand Y, et je vais afficher ça avec des rangs. Voilà, petit O en option. Et comme deuxième courbe, petit x, et bien sûr, le polynôme d'interpolation qui passe par les points spécifiés par xy. Donc, je vais faire un plot. Voilà, je vais obtenir alors mon graphe. Il est là. Hop, ici. Alors, je vais peut-être diminuer un peu. Voilà. Donc, voilà mon graphe où j'ai bien entendu les points d'interpolation. Alors, juste un truc qu'on ne voit pas très bien. Tac, tac, tac. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas bien? Hop. Voilà. Les points d'interpolation. Vous avez reconnu, bien sûr, que j'ai ici la forme d'un sinus. Et ces points d'interpolation, à partir de ces points d'interpolation, je vais construire tout simplement un polynôme qui passe par ces points-là. Voilà. Donc, je saisis mes deux fonctions et je m'entraîne à taper des commandes pour voir un peu comment, quelle forme il a, le polynôme d'interpolation. Pourquoi est-ce qu'il déconne un peu comme ça? Arrêter la loupe. Hop, voilà. Tac. Un petit souci là, tant que ça s'arrange. C'est MATLAB en ligne. Voilà. Donc, quand vous allez saisir vos deux fonctions, vous allez les exécuter. S'il y a des choses que vous ne comprenez toujours pas, ou vous avez du mal à les faire fonctionner, ou vous avez un bug, ben, vous m'en parlez et puis on essaiera de résoudre ça. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire là maintenant pour un peu s'exercer, on va attaquer un exercice, un deuxième exercice. Hop. Voilà. On va attaquer un deuxième. Alors, on a fait un premier exercice qui était vendredi. On a fait un premier exercice qui était de déterminer le polynôme d'interpolation satisfaisant au tableau ci-dessous. Voilà. Et je vous propose de faire l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, on vous donne une fonction f de x égale à 1 sur 1 plus x au carré. Et on vous demande de déterminer le polynôme d'interpolation pour les points d'appui d'abscisse moins 1, 0 et 1. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, ici, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à approximer une fonction par un polynôme. On vous donne donc la fonction, on vous donne les points d'abscisse et on vous demande de déterminer le polynôme qui passe par moins 1, vous l'avez compris, f de moins 1, 0, f de 0, 1, f de 1.
Alors, est-ce que l'énoncé de cet exercice est clair? Ok, alors dans ce cas-là, vous le faites. Là, vous le faites tout de suite. Donc, une fonction f de x égale à 1 sur 1 plus x au carré. Et on vous demande de déterminer le polynôme qui passe par les points d'abscisse moins 1, 0 et 1. Donc, c'est quoi la première des choses? La première des choses qu'il faut faire, c'est quoi? Calculer les images. Exactement. C'est d'abord de calculer effectivement les images. Donc, ici, j'ai moins 1. Ça veut dire que je vais devoir calculer déjà l'ordonnée. Donc, f de moins 1, c'est combien? En demi. 1 sur 2. Voilà, 0,5. Ensuite, j'ai 0. Donc, je vais avoir 1. Et enfin, j'ai 1. Et je vais donc avoir 1,5. Vous l'avez tous reconnu. Vous avez affaire ici à une fonction, tout simplement une fonction qui est paire. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au fait, j'ai tout simplement 3 points. Moins 1, 0,5. 0, 1. Et puis 1, 0,5. Et on vous demande de calculer, en fin de compte, le polynôme qui va passer par ces 3 points. Voilà, donc vous avez tous compris qu'au fin de compte, ce polynôme, quand je vais le noter, c'est un P de combien? Voilà, un P, indice 2 de X. Voilà. Vous allez donc le calculer et le fournir sous sa forme la plus réduite, c'est-à-dire sous la forme AX carré plus BX plus C. Voilà, donc je vous laisse me calculer ce polynôme-là. Et une fois qu'on l'a calculé, ben, en fait, on va se dire, voilà, imaginons que je devais, par exemple, donc, je rappelle que la fonction que nous avons, c'est f de x, voilà, f de x égale à 1 sur 1 plus x au carré. Voilà. Et on va donc approximer en fin de compte cette fonction f par un polynôme, ce qui nous permettra par la suite de pouvoir faire une estimation. Voilà. On pourra par la suite utiliser ce polynôme P de 2, ici, pour calculer une estimation de l'intégrale de moins 1
A1 de f de x d de x. Voilà, dès que vous avez, des réponses, ben vous me les communiquez. Oui, je vous écoute. C'est arctangent de x. Combien vous avez trouvé? Arctangent. Non, qu'est-ce que vous Arctangent avez... de x entre moins 1 et 1. Oui, mais ça, c'est, on verra ça après. Mais d'abord, qu'est-ce que vous avez trouvé? P indice 2 de x. Ah, pas encore, pas encore. Ah bah voilà. Alors, on va pas s'éterniser là-dessus, c'est super simple. P indice 2 de x, vous devez normalement, donc l'exercice 2, c'est pas très compliqué, puisqu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on va faire? On a P de x qui vaudra f de x0 que multiplie x moins x1, x moins x2 sur x0 moins x1 que multiplie x0 moins x2. Ça prend du temps, monsieur, à rédiger. Oui, je sais bien. Plus f de x1, x moins x0, x moins x2 sur x1 moins x0, x1 moins x2, plus f de x2, x1 moins x0, x moins x1 sur x2 moins x0, x2 moins x1. Donc ça, c'est, on va dire, la formule générique d'un polynôme qui passe par 3 points. Il ne reste plus après qu'à remplacer x0, x1, x2 par leur valeur et f de x0, f de x1 et f de x2 par les valeurs donc, que vous obtenez à l'aide de la fonction 1 sur 1 plus x au carré. Une fois que vous avez établi vos calculs, alors bien entendu, ce qui se passe, c'est que on attend, enfin, c'est pas qu'en attendant, c'est que quand on fait des calculs, parfois on se trompe. Et les étudiants, généralement, disent, voilà, mais je comprends pas pourquoi vous m'avez pas mis, pourquoi vous m'avez compté faux l'exercice, alors que j'ai utilisé la bonne formule. Le problème, c'est que quand on fait de l'analyse numérique, vous êtes noté, bien entendu, sur votre capacité à utiliser correctement des formules, mais surtout à fournir des résultats qui soient justes. C'est-à-dire qu'en fait, que quand vous vous trempez dans les calculs, même si c'est des calculs simples, ben vous êtes pénalisé. Alors, je ne le fais pas parce que tout simplement, j'ai envie de vous embêter. C'est que je le fais parce que tout simplement, en tant que futur ingénieur, quand vous êtes amené à faire des calculs et à fournir des résultats, ben vous serez par la suite jugé sur
l'exactitude de vos résultats. Si vos résultats sont faux, ben, ça veut dire qu'en fait, vous avez fourni des choses, des résultats qui ne sont pas bons, et par conséquent, ben, vous avez contribué, en fin de compte, à l'échec d'un projet, puisqu'en fin de compte, vous n'avez pas donné les bons résultats. C'est la raison pour laquelle là-dessus, je suis intransigeant. Et donc, quand vous allez faire vos calculs, ben, je vais attendre, je vais m'attarder sur l'exactitude des résultats que vous fournissez. Donc, typiquement ici, quand vous allez faire ce calcul-là, ben, par la suite, vous allez simplifier, etc., etc. Et vous devez tous trouver que P de x, c'est égal à moins 1/2 de x au carré plus 1. Voilà. Le résultat final doit être celui-ci. Ça prend pas beaucoup de temps. Enfin, c'est pas compliqué. Mais ça prend du temps à lever quand même. Ça prend du temps. Enfin, ça va prendre du temps, j'exagère. Ça prend 20 minutes, pas plus. 2 minutes. Pour la rédaction, je parle. Oui, mais bien, je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que lorsqu'on s'exerce, c'est-à-dire que c'est comme quand vous avez passé les différents concours pour arriver en école d'ingénieur, ben, vous vous exercez pour que le jour du concours, ben, vous arrivez à faire les exercices qu'on vous donne dans le temps imparti. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout simplement, plus je m'exerce et plus je mets en place une mécanique de calcul qui fait que lorsque je suis face à un exercice, ben, voilà, je sais très vite faire mes multiplications, mes divisions, mes simplifications, et je sais fournir des résultats dans le temps qui m'est donné. Voilà. Donc, vous avez normalement tous fait vos calculs et vous avez obtenu moins 1/2 de x au carré plus 1. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on a fait dans cet exercice? Sur l'intervalle moins 1, sur l'intervalle moins 1, 1, intervalle moins 1, 1, on a approximé une fonction 1 sur 1 plus x au carré par une autre qui, elle, est de forme polynomiale. Donc, le graphe là que vous avez devant les yeux, ben, c'est tout simplement un graphe que vous pouvez obtenir, bien sûr, à l'aide de MATLAB en utilisant les deux fonctions que nous avons vues aujourd'hui et qui sont donc Lagrange et Interpol-Lagrange. Alors, dans le corrigé, je vous ai bien entendu mis les commandes MATLAB qu'il faut pour que vous puissiez afficher ce graphe. Donc, si on regarde un petit peu ces commandes, on va zoomer un peu dessus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis dans ces commandes? Vous avez dans un premier temps défini un vecteur d'abscisse, petit x, allant de moins 1 à 1, par pas de 0,01. Oui. Enfin, dans ce cadre-là, pour un cadre de polynôme degré 2, vous avez pris comme extrémum local f de 0 égale à 1, on est d'accord? J'ai tout simplement pris les 3 points d'interpolation. Oui, comme extrémum local, comme maximum en gros. Vous avez pris f de 0 égale à 1. Vous l'avez arbitrairement choisi en fait. C'est ce que je veux dire. Les points d'interpolation, je les ai arbitrairement choisis, oui. D'accord. Donc là, le maximum. Mais pour un. Je ne sais pas si vous comprenez ma question, mais en gros, pour un polynôme de degré, je ne sais pas, plus grand, comme un polynôme de degré 5, on va choisir quoi comme maximum ou minimum local? Ah oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Voilà. Si par exemple, je voulais approximer, ce que vous voulez dire, c'est que si je voulais approximer cette fonction-là avec plus de points,
C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Ah, alors, ce que j'aurais fait, d'ailleurs, on va le faire avec MATLAB. Imaginons que je voulais. Alors, je vais répondre à votre question, mais je vais le faire progressivement. Ok. Ok, alors, très bien. Donc, je vais reprendre. Je vais reprendre un petit peu déjà avec MATLAB. Très bien. Alors, avec MATLAB, comme je vous l'ai dit, avec les fonctions Lagrange et interpole-Lagrange, je ne vais pas obtenir des équations, mais je vais obtenir des valeurs de points. Alors, on va dans un premier temps se dire, voilà, j'ai donc une fonction qui est 1 sur 1 plus x au carré, et je vais travailler juste avec 3 points d'interpolation, c'est-à-dire que je vais prendre un vecteur grand X égal à moins 1, 0 et 1. Voilà. Et je vais bien sûr calculer y comme étant égal à 1 que divise 1 plus grand X point au carré. Donc, je vais obtenir les ordonnées que vous avez calculées, bien entendu, à la main. Ouais, c'est ça. Très bien. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, voilà, je vais prendre un ensemble d'abscisses partant de moins 1 par pas de 0,01 jusqu'à 1. Et je vais afficher deux courbes. Je vais d'abord afficher la courbe x, point virgule, 1 que divise un plus x au carré, c'est-à-dire en fin de compte ma fonction. Voilà. Celle-ci, je vais l'afficher en, on va dire en rouge. Donc je vais mettre deux apostrophes petit r. Et je vais afficher la courbe qui correspond au polynôme. Donc je vais mettre de nouveau x en abscisse. Et en ordonnée, je vais mettre interpole, voilà, Lagrange, auquel je vais communiquer petit x, virgule, grand x, virgule, grand y. Voilà. Voilà dans un premier temps, je vais afficher ça. Je vais donc tout simplement constater déjà dans un premier temps que j'ai bien en rouge ici ma courbe que j'ai approximée par le polynôme ici qui est en marron. Alors, juste un truc qui est peut-être pas terrible, c'est que le polynôme, on va le mettre en bleu. En bleu. Voilà. Voilà le polynôme. Donc là, je me dis, bon, j'ai une courbe et je l'approxime par un polynôme, sauf que cette approximation n'est pas terrible. Pourquoi? Bon, elle est précise parce qu'elle passe bien par les 3 points de la courbe que j'ai spécifiés. Donc, ça veut dire que j'ai un polynôme de degré 2, mais j'aurais bien aimé avoir quelque chose de plus précis. Si je veux quelque chose de plus précis, ça veut dire que je vais être obligé d'avoir un polynôme de degré qui va aller au-delà de 2. Donc, si je veux un polynôme qui va au-delà de 2, c'est-à-dire qu'il va falloir que je spécifie d'autres points supplémentaires.
Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement reprendre ici mon vecteur grand X. Voilà. Et ce vecteur grand X, ben, je vais, au lieu de faire moins 1, 0 et 1, ben, je vais prendre moins 1, moins 0,5, 0 et 0,5. C'est-à-dire qu'au fait, je vais rajouter deux autres points. Je vais rajouter deux autres points. Donc, il ne faut pas oublier de calculer les ordonnées. Voilà. Je me retrouve donc maintenant avec 5 points. Ça veut dire qu'en fait, je vais maintenant approximer toujours la même fonction, mais cette fois-ci par un polynôme d'interpolation de degré 4. Je vais donc refaire à la limite, je vais garder les graphes que j'ai maintenant. Donc, je vais dire, je vais faire un hold on. Voilà. Tac. Et je vais faire un affichage, donc de nouveau de ma courbe. Ça sera toujours la même. Et une nouvelle, et le nouveau polynôme d'interpolation qui passe cette fois-ci, lui, par 5 points. Et donc, qu'est-ce que je constate? Ben, je constate cette fois-ci que, effectivement, ben, le nouveau polynôme d'interpolation, qui est la deuxième courbe en bleu, ben, elle passe, elle, par ce point, ce point, ce point, ce point et ce point. Donc, forcément, j'ai quelque chose qui se rapproche encore plus de ma courbe que dans le cas où j'avais tout simplement 3 points d'interpolation. Maintenant, votre question à vous, c'est comment… Pour un degré plus grand, pour un degré plus grand que 2. Ben là, celui-ci, il est de degré 4. Celui-là, avec lequel je pointe avec ma souris, il est de degré 4 puisqu'il passe par 5 points. Et votre question, c'était comment vous choisissez vos points? Donc là, je l'ai fait très basiquement. J'ai pris moins 1, je les ai pris équidistants. J'ai pris moins 1, moins 0,5, 0, 0,5 et 1. Okay. Voilà. Et donc, j'obtiens forcément quelque chose de plus précis que dans le cas où je n'avais pris que 3 points. Ok. Donc là, vous avez… en gros, vous avez comment dire? Le plus gros, la courbe la plus épaisse, c'est un polynôme de degré 2 et les autres, c'est des polynômes de degré 5. Je comprends bien. Les deux autres. La courbe, attendez, je vais voir. Accepter. Voilà. La courbe la courbe rouge. La courbe rouge, c'est ma fonction. C'est 1 sur 1 plus x au carré. Ok. La courbe bleue, celle qui s'écarte de ma fonction et qui la rejoint en ces 3 points, 1, 2 et 3, c'est celle que vous avez calculée à l'exercice. Ouais, je suis d'accord. Et celle que, en fin de compte, j'ai tracée, celle sur laquelle je suis en train de passer là avec le curseur de ma souris, c'est le polynôme de degré 5. C'est là exactement, voilà, elle résulte d'un polynôme de degré 4. Ah, de degré 4, pardon, excusez-moi. Ah oui, puis ça passe par 5 points. Ouais, 5 points, excusez-moi. Voilà. C'est ça. Pas de problème. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que plus je veux une approximation précise, ben plus il va falloir que je prenne des points de colocation. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, je crois que vous avez répondu à ma question, monsieur. Voilà. Merci. Ouais. Alors, bien entendu, maintenant, on peut se dire en fin de compte, quel est l'intérêt de pouvoir faire ça? On a plusieurs arguments pour justifier l'interpolation. D'abord, parce que au départ, on a une courbe qui, on a quelque chose en 1 sur 1 plus x au carré. Donc ça,
si je vous demande de me donner l'intégrale de la fonction f de x entre moins 1 et 1, je sais que vous savez, vous allez me dire, ouais, mais monsieur, bon, on va avoir quelque chose avec un arc tangente et là. Il n'empêche que c'est pas toujours facile de pouvoir calculer la primitive d'une fonction comme celle-là. D'accord? Il suffirait juste que je remplace ce x par quelque chose comme sinus x et 1 plus sinus de x au carré. Ben ça, vous allez, à moins de faire un changement de variable, vous allez avoir un peu plus de mal à calculer sa primitive. Il n'empêche que si j'arrive à approximer cette fonction-là par un polynôme, tel qu'on l'a fait dans l'exercice, ben je vais pouvoir dire qu'en fin de compte, l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x d de x n'est pas très très loin de l'intégrale de moins 1 à 1 de mon polynôme d'approximation P2 de x. Et calculer l'intégrale d'un polynôme, ben c'est quelque chose qui est très simple, puisque vous savez tous intégrer un polynôme, quel que soit son degré. D'accord? Donc, en fin de compte, lorsque j'approxime une fonction par un polynôme, ben, ça peut me permettre par la suite de pouvoir évaluer l'intégrale de cette fonction. Voilà. Donc, c'est une des utilités de l'interpolation polynomiale. OK? Très bien. Alors, maintenant, on peut bien sûr toujours faire un peu de numérique et se dire, voilà, alors imaginons que effectivement, je sais pas trop comment je vais calculer l'intégrale de ma fonction de moins 1 de 1 sur 1 plus x au carré. Ben, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, je vais l'approximer par l'intégrale de mon polynôme. Et par conséquent, si je veux l'approximer par l'intégrale de mon polynôme, ben, il va falloir que je me serve de ce polynôme-là pour pouvoir estimer cette intégrale. Alors, comment est-ce que je calcule une intégrale de manière, je dirais, de manière numérique? Est-ce que vous avez un peu une idée de comment on calcule, comment on peut estimer une intégrale numériquement? Est-ce que quelqu'un a une idée? L'air sous la courbe. Exactement. Ça va être l'air sous la courbe. Ça veut dire qu'au fait, je vais considérer tout simplement, alors je vais faire un petit schéma ici, même si ça sort un peu du cadre de ce cours. Voilà. Donc, numériquement, quand j'ai une courbe et que je veux estimer une surface, en fait, qu'est-ce que je fais? Je découpe tout simplement ma surface en petits rectangles. Voilà. Comme je suis en train de le faire ici, etc. Et je fais quoi? Ben, je prends tout simplement le pas avec lequel j'ai découpé ici ma surface et je prends tout simplement, je prends cette abscisse, je la multiplie, je prends ce pas qui est ici, je le multiplie par cette ordonnée, je lui rajoute le pas que j'ai ici multiplié par cette ordonnée, etc., etc. Ce qui revient à faire quoi? Ben, ce qui revient en fin de compte à sommer sur l'ensemble des ordonnées que j'ai ici, multiplié par le pas avec lequel j'ai découpé mon intervalle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens ici, là, avec MATLAB, et que je regarde, donc, imaginons que, voilà, on veut travailler maintenant avec ce polynôme de degré 4 qui approxime relativement bien notre courbe. Et que je veux estimer, en fin de compte, l'intégrale à l'aide de ce polynôme.
Donc, comment je vais faire? Comment je vais faire? Ben, je vais tout simplement déjà examiner mon polynôme. Avec quel pas j'ai travaillé? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Avec quel pas on a travaillé ici? Non, je ne sais pas. 0,3, non. C'est 0,01. Exactement. On a ici travaillé avec le pas 0,001. Donc, ça veut dire que si je somme sur toutes les ordonnées que j'obtiens à l'aide de Interpol-Lagrange, sachant que Interpol-Lagrange me donne tous les ordonnées pour les points allant de -1 à 1, donc je peux le voir facilement, il me suffit juste de taper, regardez, je vais faire ça, Interpol-Lagrange, donc je vais récupérer ça dans un vecteur quelconque, que je vais appeler Z, donc je vais dire que Z égale à Interpol-Lagrange petit x, grand X, virgule, grand Y. Donc, si je fais ça, je vais avoir tout ça dans Z. Si je fais Z, je vais avoir tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire une somme de Z. Voilà. Et cette somme de Z, je vais la multiplier avec le pas avec lequel j'ai travaillé. Donc, je vais dire 11, donc le dernier résultat que j'ai récupéré, que multiplie 0,01. Donc, si je fais ça, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir 1,565, qui est une approximation, en fin de compte, de mon intégrale de -1 à 1, de 1 sur 1 plus x au carré. Monsieur, c'est quoi Z? Z, c'est tout simplement la somme des valeurs que contient un vecteur. Par exemple, si je prends, prenons par exemple un vecteur A égale à 1, 1, 3 et 4. D'accord? Si je fais une somme de A, si je fais somme de A, comme ça, somme de A, ben, il va tout simplement sommer le contenu de A. Donc, il va faire 1, plus 1, 2, plus 3, 5, plus 4, 9. Oui, d'accord, mais le Z, c'était quoi à la base? À la base, le Z, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai récupéré les valeurs du polynôme. Ah, ok. Monsieur, Oui. pourquoi on calcule l'intégrale avec la méthode des airs? On peut la calculer numériquement, c'est plus simple. Pourquoi je la calcule avec... Mais quand je la calcule comme ça revient à calculer une somme de rectangles. Ouais, mais ça reste approximatif dans tous les cas. Oui, parce que, effectivement, 1 sur 1 plus x2, je peux la calculer analytiquement. D'accord? Je peux la calculer analytiquement. Mais je peux avoir affaire à des fonctions où je ne sais pas calculer la primitive. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, analytiquement, on peut aussi le faire avec MATLAB. Alors, on va tenter de le faire d'ailleurs. Donc, on va dire, voilà, on va dire qu'on va faire, là maintenant, on va travailler avec du calcul symbolique. On va dire Sims X. Et on va lui dire de nous calculer l'intégrale. Donc, on va lui dire int de l'intégrale 1 que divise 1 plus x au carré. Voilà. Depuis -1 jusqu'à 1. Voilà. Là, on est en train de faire, en fin de compte, là, on revient sur du calcul symbolique parce qu'on veut que MATLAB nous fasse un calcul exact de notre intégrale. D'accord? Donc là, on va lui demander de faire ce calcul. Et qu'est-ce qu'il nous ressort? Il nous ressort pi sur 2.
D'accord? Pi sur 2. Et donc, nous, numériquement, combien on a trouvé? 1,5650. Donc, si je prends pi sur 2, c'est 1,5708. Vous voyez bien qu'on n'était pas très, très, très loin. D'accord? Entre le numérique et l'analytique. Monsieur, du coup, à quoi ça peut nous servir interpolation, vu que ça donne des valeurs approximatives? Vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est l'exactitude des résultats. Parce que tout simplement, encore une fois, c'est parce qu'ici, on a pris une fonction dont on sait calculer la primitive. Oui. Mais si je vous donne une fonction, il y a des fonctions pour lesquelles on ne sait pas calculer une primitive. D'accord. Je vous donne un exemple simple. Donnez-moi la primitive. Voilà. Imaginons que je vous demande de me calculer l'intégrale de 0 à pi. Oula, ça frite là. Si vous pouvez éteindre votre micro. Voilà. L'intégrale de 0 à pi de sinus, pas de sinus carré de x, ça vous savez le faire, de sinus de x au carré d de x. Voilà. Imaginons que je vous demande de me calculer cette intégrale-là. C'est un changement de variable, monsieur, non? Alors allez-y, faites les changements de variables que vous voulez. Si vous me donnez le résultat de cette intégrale, et je vous laisse à la limite 3 jours, si vous voulez. 3 jours, ok. 3 jours. Si vous me donnez le résultat de cette intégrale-là, je vous accorde votre module d'analyse numérique, sans même passer d'examen. Ok, impeccable. Voilà. Donc Oui, ça, c'est 3 jours, monsieur. ouais, 3 jours. Donc ça, c'est typiquement le genre d'intégrale qu'on ne sait pas calculer. Alors, bien entendu, dans la littérature scientifique, on va vous donner des calculs où on va faire intervenir la fonction zeta, on va faire intervenir d'autres fonctions pour pouvoir, en fin de compte, approximer cette fonction-ci. D'accord? Je dis bien sinus de x carré, hein, pas sinus carré de x. C'est différent. Hein. OK? Voilà. Il y a plein d'autres fonctions dont on ne sait pas calculer l'intégrale. D'accord? Typiquement, quand par exemple on vous dit et logarithme népérien de x. Le logarithme népérien de x, c'est quoi le logarithme népérien de x? Ce n'est rien d'autre que l'intégrale de 1 à x de la fonction 1 sur t dt. Qu'est-ce que c'est que le logarithme népérien de x? C'est-à-dire qu'en fait, le logarithme népérien de x, lui, est une fonction qui se calcule à l'aide, tout simplement, d'une intégrale. Mais là, vous vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on le calcule avec une intégrale, parce que tout simplement, le 1 sur t, qui est ici, voilà, quand je représente au fait 1 sur t, là, pour t positif, bon, en fait, le logarithme népérien, lui, il a été défini comme étant une intégrale de 1, hein, à partir de la valeur 1, jusqu'à une certaine valeur psi, que j'appelle ici x. Donc, en fait, quand je calcule ln de x, je ne fais au fait que calculer l'aire de cette surface. Et comment je calcule l'aire de cette surface? Bah, tout simplement, je fais un calcul numérique. C'est-à-dire que votre calculatrice, elle va diviser cet intervalle-là en tout petits intervalles et elle va se servir de la fonction 1 sur t pour pouvoir estimer l'intégrale de 1 à x de la fonction 1 sur t dt, ce qui vous donne le logarithme népérien de x. Voilà. Pour ça, de toute façon, on aura l'occasion de le voir sur un exercice quand on fera de l'intégration numérique.
OK? Très bien. Alors, donc maintenant, ce que l'on va faire, maintenant qu'on a fait l'exercice 1 et l'exercice 2, on va enchaîner avec l'exercice 3, qui est un exercice de calcul et de réflexion. Voilà. Alors, je vous laisse déjà prendre un petit peu connaissance de cet exercice-là. Et vous me dites si vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Parce que les termes qui sont employés dans cet exercice-là sont compréhensibles par tout le monde. En gros, si je comprends bien, les polynômes de Lagrange, c'est pour faire une approximation de la fonction. En fait. Les polynômes de Lagrange servent à construire un polynôme d'interpolation qui, à son tour, sert d'approximation. Ok, ouais. Voilà. Marche. Ok. Monsieur, on peut pas lire le TD quand vous partez. Ouais, c'est bon. Voilà. Je suis là. Alors, exercice 3. Donc, exercice 3, on vous dit, le graphe ci-dessous représente le résultat de l'étalonnage d'une balance. Est-ce que tout le monde comprend le terme étalonnage? C'est une comparaison avec un étalon, monsieur. Exactement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une balance, donc un instrument qui me permet de mesurer un poids, donc une balance, et je veux vérifier un petit peu si cette balance est exacte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose dessus un poids de 10 et on regarde ce qu'affiche la balance. Donc, on pose dessus un poids de 10 et quand on regarde ce qu'affiche la balance, ben, elle nous affiche 12,75. On repose dessus un nouveau poids, un nouvel étalon. On sait exactement que ça pèse 30 et on regarde ce qu'affiche la balance. Ben, en fait, elle affiche 28,43. Et enfin, on pose de nouveau un autre étalon qui lui vaut 50 et on regarde ce qu'affiche la balance. La balance, elle affiche 51,26. D'accord? Donc, résultat des courses, on a affaire à une balance qui n'est pas précise. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette balance-là n'est pas précise? Il faut la recalibrer. Exactement, ça veut dire qu'en fait, cette balance-là, si elle était superbement précise, bah, il aurait fallu qu'elle affiche 10 quand j'ai posé un étalon de 10. Il aurait fallu qu'elle affiche 30 si je pose un étalon de 30. Et enfin, il aurait fallu qu'elle affiche 50 si j'avais posé un étalon de 50. Ça veut dire qu'en fait, si elle était super précise, la réponse de cette balance aurait été de la forme Y égale à X. Donc, je pose X, elle me répond Y. Et Y égale à X, c'est-à-dire j'aurais eu une réponse sous forme d'une droite, la droite rouge que vous avez ici, et qui est donc une droite de la forme Y égale à X. Alors, ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'en fin de compte, cette balance-là, ben, comme tous les instruments de mesure, elle a un défaut. Ça peut être lié peut-être à des composants à l'intérieur qui sont devenus un peu défectueux, ou bien quand elle a été fabriquée, elle a été mesurée dans des conditions idéales de température, pression, tout était bien, et puis avec le temps, elle s'est un petit peu dégradée,
et par conséquent, elle ne fournit plus les mesures précises. D'accord? Donc, on vous dit, voilà, à l'aide d'une interpolation, déterminer le polynôme qui approxime la réponse de la balance. Donc, si cette balance était précise, on aurait eu une réponse du type P de X égale à X. Mais comme elle n'est pas précise, on a un P de X égale à quelque chose en X qu'on va approximer comme étant tout simplement un polynôme, c'est-à-dire cette courbe noire que vous avez ici, un polynôme du second degré. Donc, à l'aide d'une interpolation de Lagrange, déterminer le polynôme qui approxime la réponse de la balance. Donc ça, en fin de compte, c'est quoi cette première question? Cette première question, elle est très technique, puisqu'en fin de compte, il s'agit de fournir le polynôme qui passe par les points. Par quel point? Par les points 10, 30 et 60? Par les points, effectivement, 10, 12, 75, 30, 28, 43 et 50, 51,26. Donc, la première question, elle est très technique. Il s'agit de trouver le polynôme qui passe en fin de compte par ces 3 points. Donc, le point 10, 12, 75, 30, 28, 43, 50, 51,26. Ça, c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. OK. Donc ça, c'est un calcul qu'il faut faire pour obtenir ce polynôme-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que vous avez bien compris que cette balance que nous avons ici, on va l'utiliser. Elle va être utilisée par des commerçants. Elle va être utilisée dans des laboratoires. Donc, il faut se servir quelque part de mathématiques pour pouvoir l'utiliser de manière un peu plus juste, puisque elle a un défaut, cette balance. Donc, à l'aide d'une interpolation de Lagrange, déterminer le polynôme qui approxime la réponse de la balance. Donc là, qu'est-ce que vous allez tous faire? Vous allez faire un calcul. Donc, le calcul que vous allez faire, il est technique. Voilà. P de X, c'est 12,75, X moins 30, X moins 50, divisé par 10 moins 30, que multiplie 10 moins 50, plus 28,43, que multiplie X moins 10 fois X moins 50 sur 30 moins 10, que multiplie 30 moins 50, plus en fin de compte 51,26, X moins 10, X moins 30, divisé par 50 moins 10, 50 moins 30. Donc, vous allez faire tout simplement le calcul pour obtenir votre polynôme qui passe tout simplement par 3 points. Donc, quand vous allez faire ce calcul-là, hop, au fur et à mesure que vous allez faire votre calcul, vous allez obtenir quelque chose, donc vous allez simplifier vos calculs, etc., etc. Vous devriez normalement tous obtenir, sans vous tromper, P de X égale P de X égale à 0,0089 X au carré plus 0,4265 X plus 7,5912. Alors,
Donc, vous avez calculé votre polynôme, P de x. Est-ce que c'est normal que le coefficient qu'on a ici devant x au carré soit très faible? Oui, parce que je crois. Est-ce que vous pouvez remontrer la courbe, s'il vous plaît? Oui, Parce que la courbe, je crois que de la balance, elle est plus du type ax plus b, enfin, elle est droite. Elle n'est pas en arc. exactement. Vous voyez bien qu'effectivement, ce polynôme que nous avons ici épouse la forme d'une droite, ce qui signifie que ce polynôme-là, il est plus proche d'une structure comme ax plus b plutôt que d'une structure ax au carré plus bx plus c. D'accord? Effectivement, c'est ce qui explique pourquoi nous avons ce coefficient qui est ici, voilà, ce coefficient qui est là, qui est assez faible. 0,00429. D'accord? Voilà. Alors, le problème en analyse numérique, encore une fois, c'est que il ne faut pas se tromper dans les calculs. Parce que si vous vous trompez dans les calculs, les résultats que vous fournissez et qui vont servir par la suite pour une utilisation concrète, physique du matériel, s'ils sont faux, ça veut dire que plus tard, vous allez induire de fausses mesures. Et c'est donc la raison pour laquelle vous êtes noté principalement sur l'exactitude des résultats que vous fournissez. On peut trouver plein d'autres exemples. Imaginons que, par exemple, en tant qu'ingénieur, vous calculez, vous calculez par exemple le point de chute d'un satellite en fin de vie. Voilà, un satellite, il a servi pendant 20 ans, il est arrivé en fin de vie, il va finir par réatterrir sur Terre quelque part. Vous êtes ingénieur, vous calculez la trajectoire et vous définissez en fin de compte le point d'impact de ce satellite en fin de vie. Vous vous trompez dans les calculs. C'est-à-dire qu'au fait, vous estimez comme quoi il va arriver sur tel et tel point géographique, mais en réalité, vous vous êtes trompé dans les calculs et ce satellite a atterri, il a atterri sur une école ou sur un terrain de sport ou sur un lieu qui est habité. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, vous avez fait des calculs, vous avez fait croire comme quoi en fin de compte il allait atterrir sur un lieu sûr, mais en réalité vous vous êtes trompé dans les calculs et vous avez en fin de compte occasionné un accident d'envergure parce que vous avez fait des erreurs dans vos calculs. C'est pareil, la fusée Ariane 4, ça c'est Ariane 4, c'est des milliards qui sont partis en fumée parce que tout simplement des ingénieurs ont fait des calculs dans leur algorithme où ils n'ont pas prévu qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils aient un peu plus de mémoire pour calculer leur trajectoire. Ils ont saturé la mémoire du calculateur. Le calculateur, ensuite, il a écrasé d'autres données. Ça a modifié sa trajectoire. La fusée est partie en fumée. Donc, en fin de compte, faire du calcul numérique nécessite d'être précis, car si on n'est pas précis, on engendre par la suite des mesures qui sont fausses. Voilà pour le côté un peu moraliste de l'histoire. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez tous faire ce calcul-là, vous devez être capable d'aboutir sur ce résultat-là. OK? Très bien.
Alors, imaginons maintenant que vous avez effectivement mené vos calculs correctement et que vous avez bien obtenu ce polynôme qui approxime en fin de compte la réponse de la balance. Donc, vous voyez bien que ce polynôme, il approxime la réponse de la balance puisque lorsqu'effectivement on va mettre x égale à 10, ben on va obtenir 12,75. Lorsqu'on va mettre x égale à 30, on va obtenir 28,43. Et lorsqu'on va mettre x égale à 50, on va obtenir 51,26. Donc, à l'aide de déterminer le polynôme qui approxime la réponse de la balance. Bon. Alors maintenant, je vous laisse un petit peu prendre connaissance de la deuxième question et vous me dites si vous avez compris l'énoncé. Pour la 2, il suffit d'avoir un polynôme de degré supérieur, non? Non. Suite à la mesure d'une pesée d'un poids P. Bon. Donc maintenant, vous êtes d'accord que cette balance-là n'est pas précise. Et on a approximé sa réponse par un polynôme. Donc ça veut dire que cette balance-là, quand je pose dessus quelque chose, un poids, et qu'elle m'indique, elle affiche à l'écran, sur son afficheur LCD, elle affiche 22,67. Voilà, elle affiche 22,67. Alors ça peut être des grammes, ça peut être des milligrammes, peu importe. Elle affiche 22,67. Vous êtes d'accord que, comme elle n'est pas précise, ça veut dire qu'en fin de compte, cette information qu'elle me communique est fausse. Et donc la question que l'on se pose, c'est comment je peux me servir de ce polynôme d'interpolation que j'ai calculé précédemment pour tenter d'obtenir une information plus juste, plus précise. Il ne faudrait pas appliquer une méthode comme Une fois, une méthode, enfin, poser, on va dire, une équation du style P de P moins P à 0. Après, on fait le TVI et après, on applique une méthode comme la dichotomie pour trouver un résultat plus précis. disons que si on vous a fait calculer un polynôme d'interpolation, on aimerait bien s'en servir pour avoir quelque chose de plus précis. Alors, si on essaie un petit peu de réfléchir. Quand la balance nous affiche 12,75, ça veut dire qu'on a mis dessus quel poids? On a mis 10. Exactement. C'est-à-dire que les résultats que me communique la balance, ce sont les résultats qui sont ceux de l'axe des ordonnées ou ceux de l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées. Les ordonnées.
Donc, ça veut dire que lorsque la balance m'affiche 28,43, c'est qu'en réalité, j'ai posé dessus un poids de combien? 30. 30. 30. Faudrait inverser les axes, du coup, monsieur. Donc, ça veut dire que si elle m'affiche quelque chose ici, et que elle répond selon ce polynôme, comment est-ce que je peux trouver quelque chose de plus précis? Il va falloir faire quoi? Quand elle affiche 12,75, ça veut dire qu'au fait, je dois aller sur la courbe et revenir sur l'axe des X pour dire, voilà, ah, c'est parce qu'au fait, quand j'ai mis 10 dessus. Quand elle affiche 28,43, qu'est-ce que je fais? Je pars sur mon polynôme et je redescends ici, et hop, je vois que, ah ben en fin de compte, c'est parce que j'ai mis 30 sur ma balance. Donc ça veut dire que, ici, ce que je lis sur l'afficheur, c'est pas X. Je lis quoi sur l'afficheur? Je lis Y. Et ce Y, c'est... On fait une primitive. Ce Y, c'est P de X. Puisque je pose X et je lis P de X. Je pose X et je lis P de X. Donc ça veut dire que quand je pose quelque chose dessus, ce que je lis, c'est Y, c'est-à-dire P de X. Mais moi, ce que je veux, c'est pas Y. Je veux quoi? Je veux... On veut X. On veut X. Exactement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle m'affiche 22,67, comment à partir de ce résultat-là que j'ai, je peux obtenir quelque chose de plus précis? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce résultat correspond à quoi, lui? Au poids mesuré. Au poids mesuré, mais passant par quoi? Ah, c'est P de X 22,67. Exactement. Le 22,67 que vous avez ici, ce 22,67, c'est ce que je lis ici sur l'axe des ordonnées. Et il correspond à quoi? Ben, ce 22,67 qui est là, c'est un P de X. Donc, ça veut dire que je dois retrouver X tel que P de X soit égal à 22,67. Ça veut dire qu'en fin de compte, X, c'est, on va dire, le vrai poids, entre guillemets, le vrai, parce que ça aussi, ça reste qu'une approximation, c'est le poids que j'ai posé sur la balance. Et comme elle a une réponse en P de X, elle m'affiche 22,67. Donc, ça veut dire que quand elle m'affiche 22,67, ça correspond à un poids X que je peux retrouver comment? Si 22,67 est égal à P de X, ça veut dire que X, il est égal à quoi? La fonction inverse. La fonction inverse, effectivement. Ça veut dire qu'en fait, ce P de X, ce X qui est ici, est donc la fonction réciproque de P de X, donc c'est P-1 de 22,67. Ce qui se traduit comment en termes de calcul? Qu'est-ce que je dois résoudre en fin de compte?
X égale F moins 1 de Y. T moins 1 de Y. Donc, ça revient à faire quoi en fin de compte? Quel calcul je dois faire pour trouver quelque chose de plus précis? Puisque j'ai l'équation de ce polynôme. On isole X dans l'équation. Donc, ça veut dire que je dois trouver X tel que quoi? Tel que quoi? Tel que 22,67. Non. Je dois donc trouver X tel que 0,0089 X. Tel que tout ça égale à 22,67. Quoi. Exactement. Tel que 0,0089 X au carré plus 0,4265 X. 42,65 X plus 7,5912 soit égal à quoi tout ça? À 22,67. Voilà. Ce qui revient à faire quoi ici? Ce qui revient tout simplement à résoudre une équation du second degré. Donc 0,0089x au carré plus 0,45x plus 7,5912 égale à 22,67. Je vais donc résoudre mon équation ici, qui est une équation du second degré, et je vais trouver deux solutions. Je vais trouver deux solutions et il y en a une que je vais écarter. Pourquoi? C'est pas négatif, donc comme ça. Exactement. Je vais en trouver une qui a un sens mathématique, mais pas un sens physique. Donc, je vais l'écarter et je vais en fin de compte conserver celle qui est positive. D'accord? Voilà un petit peu comment je vais, en fin de compte, me servir d'une information d'interpolation dans un instrument de mesure pour pouvoir prédire des résultats plus justes que si je ne le faisais pas. Est-ce que vous avez saisi un peu le fond de cet exercice ou pas? Oui. D'accord. Ça, c'est typiquement... Bon, c'est vrai que l'exercice, il est un petit peu académique, un peu scolaire, mais c'est exactement ce que l'on va retrouver dans les instruments de mesure où il y a des calculateurs. On va travailler avec des interpolations polynomiales pour faire des approximations. Voilà. C'est comme ça qu'on va travailler avec des instruments de mesure. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Avec le temps. Donc, maintenant, reprenons un petit peu cet exemple-là pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Cette balance-là que nous avons ici, d'accord? Au départ, il ne faut pas oublier qu'elle était super précise. C'était la courbe rouge que vous avez là. Avec le temps, les composants, les changements de température, les transports, etc., elle s'est dégradée. Donc, sa réponse s'est écartée petit à petit de la réponse idéale.
Donc, qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? Cette balance, elle ne va pas rester éternellement avec cette réponse-là. Avec le temps qui passe, elle va continuer à quoi? Qu'est-ce qui va lui arriver? Bah, elle va perdre en sensibilité. Exactement. Avec le temps, elle va continuer un petit peu, elle va continuer à se dégrader. Et au fur et à mesure qu'elle se dégrade, il va falloir aussi mettre à jour quoi? Pour la maintenir la plus précise possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va amener cette machine dans un laboratoire de métrologie, d'accord? Que va faire le labo de métrologie? Il va la contrôler, il va la recalibrer. Voilà, maximum. exactement. Il va la recalibrer. La recalibrer revient à faire quoi par rapport à ce polynôme? Ça revient à faire quoi? Bah, faire une interpolation. Ça revient effectivement à refaire une interpolation et à corriger ces coefficients qui sont là. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, on la met dans un labo de métrologie, on la recalibre, on va donc la rectifier. La rectifier, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on va la reprogrammer avec une réponse plus juste que la dernière fois qu'elle a été calibrée. Monsieur, c'est ce qu'utilise la fonction régression linéaire qu'on l'utilise sur Excel ou sur Word. C'est quelque chose qui s'en approche, oui, tout à fait. D'accord. Voilà. OK? Donc, voilà un petit peu une des utilités que pourrait avoir l'interpolation polynomiale. Alors, donc si je regarde un petit peu maintenant, l'exercice 5. Alors, vous avez un exercice ici, mais celui-ci, je pense qu'on va le faire ensemble. C'est un exercice que j'avais imaginé il y a quelque temps pour, en fin de compte, se servir de l'interpolation polynomiale pour construire ce que l'on appelle des matrices inversibles. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra voir ça. On pourra voir ça la prochaine fois qu'on va reprendre le cours ensemble. Ce que je vous demande de faire pour la fois prochaine, c'est bien entendu, de revoir les exercices qu'on a fait ensemble pour être sûr que tout a été bien assimilé. Travailler surtout sur la partie implémentation algorithmique de l'interpolation polynomiale, c'est-à-dire vous exercer avec MATLAB, voilà. Et la fois prochaine, on continuera sur ce cours-là pour regarder d'autres algorithmes de l'interpolation polynomiale et de voir un peu comment on pourra les implémenter sous MATLAB. Voilà. Vous pouvez envoyer les TD, s'il vous plaît. Comment? Vous pouvez envoyer les TD, s'il vous plaît. Envoyer quoi? Le cours et le TD? Oui, s'il vous plaît. Oui, je vais… voilà, dès que je termine le cours avec vous, ce cours que nous avons aujourd'hui, je le mettrai à la suite de celui qu'on a fait vendredi dernier. Et je vous enverrai par mail tout le chapitre 4 sur l'interpolation polynomiale. Voilà. D'accord, merci. Donc, Oui, je vous écoute. juste une dernière chose concernant le projet. Oui. On voit les groupes dès ce soir ou pas? Les groupes avec la thématique et tout. Je vous dis, vous avez jusqu'au 30 novembre. Si on a décidé, on peut vous le dire dès ce soir. C'est l'idéal. Si ça y est, si c'est décidé, vous avez défini votre sujet, vous remplissez la fiche.
Ok. Voilà. Ok. La fiche, vous l'avez envoyée. Ok, ouais. Ouais. La fiche, elle est sur le web. Vous allez remplir la fiche, vous allez la soumettre et moi, je la verrai après. Je sais comment la récupérer à partir du serveur. Ok, impeccable. Merci. Voilà, très bien. Donc, voilà un peu pour le cours d'aujourd'hui. On reprendra la fois prochaine. Je pense qu'on fera encore toute une séance pour couvrir l'ensemble de ce chapitre-là. Et l'idéal, ça serait que qu'on puisse faire l'intégration numérique et une partie de la résolution des équations différentielles avant les vacances de Noël. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut clôturer le cours. Bon, monsieur, Oui, je vous écoute. j'ai un problème avec l'exercice 4 du chapitre dernier. Je n'arrive pas à le coder sur MATLAB. Ça me donne erreur tout le temps. L'exercice, quel exercice? L'exercice 4 du chapitre précédent. Ah, l'exercice 4 du chapitre précédent. Oui. Et c'est quoi le souci que vous avez? C'est au niveau, tout le temps, ça me met erreur au niveau de la ligne 3. Alors, vous pouvez m'envoyer le code que vous avez tapé? Oui, je peux vous l'envoyer, ou bien je peux le présenter tout de suite, si vous voulez. Vous me l'envoyez par mail. Par mail. Voilà. Oui, merci. Ok, pas de problème, ça marche. Très bien. Bon, ben écoutez, je vous dis au revoir et puis à la semaine prochaine. Pourquoi je me suis au revoir. Merci à vous. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir.